J'espère que vous avez toujours un petit peu d'énergie pour suivre les quelques diapos qui restent. Je viens de dire à ma collègue, juste pour faire une sorte de transposition, قلت لها خلاوني بحال ذاك المغني ديال الراي حتى 8 الصباح في التيران ديال الكره باش الجمهور ما يخرجش. مي انا شوي با ان شونتور دو راي. هذه القضيه وقعت في الجيري. خلاو الجمهور في التيران ديال الكره مخليين الشاب حسني الله يرحمه مخلينه حتى 8 الصباح باش الناس ما يخرجوش يبقاو تما يستناو. Mais bon, anyway, je suis ravi d'être parmi vous donc pour exposer le sujet. Donc on va survoler beaucoup de choses de recherche fondamentale, bien sûr, parce que toute l'histoire sur laquelle je vais mettre le doigt, elle ne date pas d'hier, mais en plus de ça, elle fait l'enchevêtrement de beaucoup de domaines de recherche dans différents types de disciplines de la recherche en biologie, que ce soit en biochimie, en chimie, en médecine. Et donc, on va faire un petit survol dans l'histoire. Donc voilà, il n'y a pratiquement pas de mots à dire sur cette diapo, elle est claire. Elle est claire parce que la malbouffe et nos conditions de vie actuelles, on marche moins, on utilise la voiture, on mange un peu de n'importe quoi. Donc le résultat, c'est une obésité et un problème réel de la santé. Ici, bien sûr, ceci est à prendre avec une certaine relativité parce que il s'agit surtout d'une affaire qui a à voir avec l'âge de la personne. Évidemment, pour un jeune de 20 ans, il a besoin d'énergie, il peut manger même tout ce qu'il veut, no problem. Mais pour une personne qui dépasse les 40 ans, 45 ans, les choses deviennent sérieuses et il faut faire attention à son régime alimentaire. Alors il y a une chose qu'on appelle de nos jours le syndrome métabolique. Ce n'est pas une maladie, c'est une situation physique et clinique, et biochimique aussi, dans laquelle 5 paramètres peuvent être décrits. Un taux bas de ce qu'on appelle le cholestérol cardioprotecteur, les HDL, un taux élevé de triglycérides, une résistance à l'insuline, donc un diabète, une obésité viscérale et l'hypertension. Donc si vous avez 3 de ces paramètres-là, vous êtes en train de voyager vers un problème sérieux, un problème de santé sérieux. Donc ces 5 paramètres sont la base du déclenchement de plusieurs types de pathologies au niveau de notre organisme. Alors, pour ce qui concerne le cœur, la mortalité cardiaque, elle est très liée au taux de cholestérol dans le sang et au taux de triglycérides. Donc ça, c'est établi. Et donc, ce problème est donc retrouvé en général chez les personnes qui ont le syndrome métabolique. Alors pour chacun de ces problèmes, bien sûr, il y a un traitement médicamenteux, mais la plupart du temps, il y a une étape préliminaire qui sont les conditions hygiéno-diététiques qu'on va respecter, ou plutôt le médecin va indiquer à son patient des conditions hygiéno-diététiques et l'exercice physique avant de passer au vrai traitement. Alors par rapport à la portion énergétique qui concerne les lipides dont je vais parler, puisque ce sont les lipides qui sont en relation avec les problèmes que je viens de citer dans le domaine cardiovasculaire. Donc les lipides ou les graisses qu'on consomme, ils proviennent de différentes origines. Bien sûr, on parle de lipides bons et de mauvais lipides. Alors ici, vous avez un schéma sur lequel vous avez le pourcentage d'acides gras des différents types de lipides. Ça va depuis l'huile d'olive, qui est encadrée, jusqu'à l'huile de lin, la viande rouge, et puis différents types d'huile. Donc la caractéristique de toutes ces huiles, c'est qu'elles sont caractérisées par la présence, donc en rouge, c'est les huiles saturées, en vert, c'est principalement les huiles monosaturées, comme l'acide oléique. En mauve, c'est la fameuse série des acides gras oméga 3. Et puis en bleu,
c'est les acides gras qui vont être nécessaires pour nous donner aussi de l'acide linolénique. Alors, les huiles végétales en général, elles sont composées de 99% de triglycérides, bien sûr, c'est le stock des acides gras, et le 1% qui reste, c'est un ensemble de produits biologiquement actifs et qui sont très importants dans tous les effets physiologiques et pharmacologiques qu'on va connaître pour les différentes huiles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces acides gras, il y en a qu'on appelle des acides gras essentiels, c'est-à-dire qu'on doit absolument les trouver dans la nutrition parce que notre corps ne les fabrique pas. C'est l'acide linolénique, d'accord, et l'acide alpha-linolénique. Donc, l'acide linoléique, c'est le 18,2,6, c'est un acide gras avec double liaison, et c'est lui qui va servir à nous donner, en fin de compte, l'acide arachidonique à l'intérieur de notre organisme. Cet acide arachidonique, il va être la molécule principale dans nos phospholipides et qui sera nécessaire pour approvisionner notre organisme en paramètres d'un côté inflammatoire quand il s'agit d'une situation inflammatoire, mais aussi ces produits vont jouer un rôle dans ce qu'on appelle la signalisation cellulaire en général. Puis à droite, vous avez donc le fameux alpha-linolénique. Donc c'est une molécule qu'on appelle oméga 3. Et cette molécule, au niveau de nos cellules, elle pourra être transformée en EPA, l'acide eicosapentaenoïque acide, ou le DHA. Alors ces deux acides gras, l'EPA et le DHA, c'est plutôt des acides gras beaucoup plus concentrés dans les huiles de poisson. Nous, on en fabrique très très peu, mais malgré ce peu ou plutôt le niveau très faible, ces produits s'accumulent dans des organes là où on en a besoin, comme le cerveau et la rétine. Alors je reviens donc à ce fameux tableau des acides gras dans les différentes huiles, et donc ça souligne l'importance de chaque acide gras dans les différents composés, et surtout on va souligner l'importance par exemple de la présence de l'acide oléique en bleu pour l'huile d'olive, et aussi la présence en jaune, pas en jaune, en acajou je pense, dans l'huile de lin de la molécule alpha-linolénique. Donc évidemment ce qu'on mange, c'est ce qu'on aura dans nos cellules et dans notre organisme. Donc voilà les acides gras qu'on va consommer sous forme de triglycérides. Ils vont être digérés dans notre tube digestif par un système enzymatique, principalement des lipases. Donc ici, j'ouvre une parenthèse où l'importance des enzymes lipolytiques est très importante parce que déjà pour comprendre toute la digestion, il faut avoir, je dirais, des avancées dans le domaine des lipases. C'est très important parce que les lipases, par exemple, ce sont des cibles pharmacologiques dans le cadre du traitement des hyperlipidémies. Alors, les acides gras que nous avons accumulés à travers donc, cette digestion, ils vont nous donner un pool qui va être stocké aussi, encore une fois, au niveau de notre triglycérides à nous, pour faire une sorte de réserve, mais surtout, ces acides gras vont être estérifiés au niveau des phospholipides. Comme vous voyez, ici, vous avez des exemples de différents types de phospholipides, d'accord? Et ça va faire une structure de nos cellules, d'un côté, mais aussi, ces acides gras vont servir, à un certain moment, quand la cellule est activée, elle est activée dans différentes conditions, ou bien physiologiques, ou bien pathologiques, pour libérer certains médiateurs qu'on appelle médiateurs de l'inflammation. Alors, un autre lipide qui est aussi stocké dans notre organisme, à droite, c'est le cholestérol. Alors, le cholestérol, normalement, une partie est apportée par notre digestion,
ou nutrition, mais une bonne partie est aussi synthétisée dans notre organisme à travers l'activité du foie. Le cholestérol, il circule dans notre organisme à travers un ensemble de particules appelées lipoprotéines, en parallèle aussi avec des triglycérides. Alors ici, je dois souligner que ces lipoprotéines, elles sont le lieu de certains phénomènes biochimiques, en particulier les oxydations, et ces oxydations de cholestérol ou de triglycérides vont être à la base de ce qu'on appelle donc par exemple la formation de plaques au niveau de nos vaisseaux, ou tout simplement des problèmes comment dirais-je, de ces lipoprotéines oxydées, d'accord, au niveau des différents organes, ou bien au niveau du cerveau, ou bien au niveau de la rétine aussi. C'est pour ça maintenant, vous allez comprendre pourquoi les phytostérols contenus dans les différentes huiles qu'on va consommer vont avoir un impact sur le niveau de cholestérol qu'on retrouve au niveau de ces lipoprotéines. En d'autres termes, nous aurons la possibilité de moduler qualitativement et quantitativement les lipoprotéines à travers d'un côté les acides gras qu'on va consommer, mais aussi les phytostérols, parce que toutes les huiles que j'ai citées, elles contiennent différents types de phytostérols qui sont d'ailleurs, qui font partie de l'arsenal médicamenteux pour traiter certains hyperlipidémies. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles vont faire une sorte de concurrence avec le cholestérol au niveau de l'absorption intestinale. Donc, je n'ai pas besoin de souligner que le cholestérol, c'est une molécule importante pour notre physiologie, puisqu'elle est le précurseur de plusieurs hormones, aussi bien sexuelles que les hormones corticoïdes. Et les hormones corticoïdes, vous savez tous que ce sont un arsenal utilisé au moment du stress. Alors ici, vous avez un tableau sur lequel on voit qualitativement le contenu en acides gras dans différents types cellulaires de notre organisme. Vous avez par exemple les érythrocytes, et le PC, c'est la phosphatidylcholine, donc le phospholipide phosphatidylcholine, et la composition des acides gras qui viennent à l'intérieur du phospholipide. Vous avez aussi la phosphatidyléthanolamine, et vous avez la phosphatidylsérine au niveau du cerveau, où vous voyez qu'il y a une concentration beaucoup plus élevée du DHA, le C22 oméga 3. Alors ici, l'importance de ces acides gras que nous avons ingérés, c'est qu'ils vont faire un pool, comme je viens de dire, au niveau de nos membranes cellulaires, principalement au niveau des phospholipides membranaires. Et ces phospholipides membranaires sont le lieu d'activité enzymatique très importante dans lequel on aura une activité phospholipasique bien déterminée pour couper le phospholipide à différents niveaux. Alors ici, il y a des centaines et des centaines de phospholipases avec des caractéristiques biochimiques très variées. Il y en a qui sont calcium dépendantes, il y en a qui sont magnésium dépendantes, elles dépendent d'un pH bien déterminé au niveau de la membrane. Donc, c'est un arsenal enzymatique dont dépend notre physiologie des lipides. Alors maintenant, j'ai cité l'exemple de l'acide arachidonique qui est libéré à partir des phospholipides membranaires. C'est parce que tout simplement, c'est un précurseur des différents médiateurs de l'inflammation, comme les prostaglandines et les leucotriènes. Et les prostaglandines, il y en a qui sont impliqués, par exemple, dans l'agrégation plaquettaire, dans la coagulation du sang. Il y en a qui sont impliqués plutôt dans l'inhibition de la coagulation du sang. Il y en a qui sont impliqués, surtout les leucotriènes, dans la réaction inflammatoire bronchique, quand il y a une réaction asthmatique, par exemple. Et donc, ces médiateurs lipidiques jouent un rôle très important. Donc, finalement, ils seront la cible de pas mal de traitements pharmacologiques. Donc, ici, vous avez une amplification du métabolisme de l'acide arachidonique avec des molécules à droite, ce sont ce qu'on appelle les peptidoleucotriènes, c'est des leucotriènes sur lesquelles il y a des morceaux de peptides accrochés et qui ont un rôle très important dans
tout ce qui est physiopathologie de l'asthme, par exemple, de la réaction inflammatoire en général. Vous avez des prostaglandines impliquées, comme je viens de dire, dans l'agrégation plaquettaire ou dans la dilatation des vaisseaux. Mais le plus important sur cette diapo, c'est que de nos jours, parce que cette diapo, elle a été mise à jour depuis au moins 30 ans, 35 ans, plus ou moins. Pourquoi? Tout simplement, avec l'arrivée des nouvelles techniques de mesure, on a pu identifier les lipoxines. Et les lipoxines, ce sont des métabolites de l'acide arachidonique, mais avec une propriété anti-inflammatoire. D'accord? Ce sont des produits anti-inflammatoires, à la différence des produits inflammatoires comme les leucotrienes ou les prostaglandines. Donc voilà l'intérêt de ces produits issus de l'acide arachidonique par rapport à notre sujet des acides gras, c'est que la partie des acides gras oméga 3, quand elle est métabolisée, elle donne principalement des molécules anti-inflammatoires. Parmi elles, les lipoxines, les protectines. C'est une série qui est relativement nouvelle, étudiée par le Dr Serhan aux États-Unis. Et à droite, c'est plus ou moins une image un peu plus vieille dans laquelle on avait déjà des connaissances assez approfondies sur les différents médiateurs, principalement en rouge, impliqués dans l'inflammation. Alors, je reviens aux lipoprotéines. Les lipoprotéines, donc, ce sont des structures lipidiques protéiques dans lesquelles circulent le cholestérol et les triglycérides et qui sont sujets à des oxydations. Quand il y a une inflammation, une situation pathologique, nous avons un déséquilibre au niveau des moyens antioxydants et oxydants. Et donc, ces lipoprotéines subissent justement une oxydation et donc, elles vont perdre leur fonction ou plutôt causer des problèmes quelque part au niveau du cerveau, au niveau de la rétine et au niveau principalement aussi des parois vasculaires. Alors, l'exemple de l'ApoE4, c'est un exemple d'une lipoprotéine qui est derrière la formation de plaques, qu'on appelle les plaques amyloïdes, qu'on retrouve chez la personne touchée par la maladie d'Alzheimer. Pour dire, encore une fois, ici, le rôle du cholestérol et des triglycérides dans ces lipoprotéines, dans certaines pathologies, et la base, donc, finalement, du traitement, ou plutôt de la prévention, vous allez voir que nous sommes en train de toucher au domaine de la nutrition pour attaquer ce genre de problèmes. Donc, on a commencé par les acides gras et ce qu'on nous apporte la nutrition, mais finalement, l'idée, c'est d'arriver à souligner l'intérêt de ces acides gras et de ces phytostérols pour combattre certaines situations pathologiques réelles. Alors ici, vous avez l'image de ce qu'on appelle le stress oxydant et les radicaux libres oxygénés impliqués dans différents types de pathologies inflammatoires. Et simplement pour souligner le fait que pratiquement toutes nos enzymes et notre arsenal moléculaire qui a une activité catalytique, eh bien, il est affecté par le stress oxydant parce que, imaginez que beaucoup d'enzymes ont, par exemple, des doubliaisons disulfides. Donc, si ces doubliaisons sont oxydées par les radicaux libres, l'enzyme devient inactive. Donc, ça, c'est la base moléculaire d'une certaine pathologie déclarée quelque part. Donc, en parallèle à ces dégâts du stress oxydant, bien sûr, notre corps et organisme, il a un arsenal moléculaire et enzymatique contre ces radicaux libres, parmi lesquels il y a en haut des enzymes comme la superoxyde dismutase, la catalase, le glutathion, des molécules comme le glutathion et le coenzyme Q, et puis vous avez des molécules comme les caroténoïdes, les polyphénols, et tout ça, c'est apporté bien sûr par l'alimentation. Donc la nutrition qu'on va consommer, d'accord, elle va nous apporter tout cet arsenal antioxydant. Alors finalement, pour revenir au monde de la physiopathologie et des maladies, quand vous avez un processus cellulaire et moléculaire qui est défectueux, il y a une déclaration d'une maladie aiguë ou chronique, et on peut régler les problèmes par un traitement pharmacologique, mais aussi il y a des moyens thérapeutiques, je dirais naturels, la phytothérapie,
avec ou bien une nutrition particulière comme les aliments fonctionnels ou bien des compléments alimentaires. D'accord? Alors, pour ce qui est de l'utilisation thérapeutique, pharmacologique de certains médicaments que vous connaissez comme l'aspirine ou comme les corticoïdes, donc dans les années 80, leur mode d'action a été découvert. D'ailleurs, l'aspirine, elle a fait l'objet d'un prix Nobel en 1970 pour la découverte de son mode d'action. Son mode d'action, donc, vous voyez, elle bloque la cyclooxygénase qui produit les prostaglandines. À la différence des corticoïdes, ils bloquent cette chaîne de molécules en amont. En amont, dans ce sens où les corticoïdes, d'abord, ils ont besoin d'un certain temps pour agir, parce que leur action passe par la synthèse d'une protéine, ou par un ensemble de protéines, appelées lipocortines. Donc ces lipocortines vont inhiber plutôt la libération de l'acide arachidonique qui est le précurseur. Alors que, vous voyez, l'aspirine, elle inhibe plus en bas. Qu'en est-il de notre nutrition, les acides gras? Alors, en vert, c'est là où vont s'accumuler, ou plutôt s'estérifier, certains acides gras qu'on consomme, pour jouer un rôle qui est équivalent de ces anti-inflammatoires. D'accord? Alors, comme un petit souvenir, il y a 35 ans, j'étais impliqué dans un travail sur le mode d'action des corticoïdes et des médicaments anti-inflammatoires. Et donc, le travail a été fait sur un modèle cellulaire des fibroblastes de la peau humaine, et donc qu'on cultivait dans un milieu de culture. Donc ici, c'est quand même un travail qui remonte à 35 ans, au laboratoire de pharmacologie de l'Institut Pasteur de Paris. Et là, on travaillait sur les lipides inflammatoires qui pourraient être aussi bien corrigés par les anti-inflammatoires, mais aussi par la nutrition à travers les acides gras. Alors, de nos jours, notre sujet est comment les huiles peuvent apporter un plus à notre santé. Bien sûr, c'est toujours en relation avec leur composition en acides gras. Seulement, cette histoire des acides gras et le rôle des huiles végétales, il y a un sujet qui était plutôt déjà discuté il y a plus de 30 ans, c'est plutôt l'affaire des huiles de poisson. Parce que les huiles de poisson ont été étudiées bien avant l'huile d'olive ou l'huile d'argan. Alors, je reviens sur la fameuse diapo de la composition des acides gras dans les différentes huiles. Et donc, ce qui importe, c'est que, encore une fois, l'huile d'olive est la plus riche en acide oléique. Et il y a aussi, ce qui attire l'attention, l'huile de lin, c'est l'huile qui est la plus riche en acide alpha-linolénique, précurseur des oméga 3. Donc c'est un peu l'équivalent du poisson en végétal. Alors, nos voisins, les Espagnols, ils ont fait des études sur l'huile d'olive, parce que quand même, Cordoba, c'est la Mecque de l'huile d'olive en Méditerranée. Et donc, eux, ils ont fait des études. Remarque, c'est pas très vieux, hein, c'est assez récent, ce papier en 2008. Et donc, ils ont démontré que la consommation d'huile d'olive baissait la pression artérielle. D'accord? Donc, cette histoire de l'implication de l'huile d'olive et surtout l'implication de l'acide oléique a été donc suivie ces dernières années, ce qui a amené les Français, un groupe de Français, à réaliser une étude qu'on appelle l'étude des 3 cités, surtout dans le sud de la France, durant lesquelles on a suivi au moins 10 000 personnes et on a pu montrer chez ces gens-là, on a pu trouver une corrélation entre la faible incidence des maladies cardiovasculaires et neurodégénératives et la consommation d'un côté d'huile d'olive, mais aussi de poisson. Et par rapport au poisson, le dosage était fait dans leur sang à travers le dosage
des huiles acides gras oméga 3. Donc ici, encore une fois, on démontre qu'en fait, le régime méditerranéen, riche en huile d'olive et riche en poisson, a un effet très bénéfique sur la santé par rapport aux problèmes cardiovasculaires et aux problèmes neurodégénératifs. Alors l'autre molécule importante dans les huiles végétales, c'est les stérols. Les stérols, ils sont déjà utilisés comme médicaments contre les hyperlipidémies, où il y a le cholestérol assez haut. Et donc c'est pour ça qu'ils ont été essayés avec les statines. Les statines, ce sont d'autres médicaments qui inhibent la synthèse de cholestérol dans notre organisme. Et donc les stérols sont devenus des molécules tout à fait bonnes pour lutter contre l'hypercholestérolémie. Donc ici, je fais le lien justement avec la composition de l'huile d'olive, mais tout à l'heure avec la composition en huile d'argan. Alors les oméga 3. Les oméga 3, elles ont fait l'objet depuis plus de 30 ans d'études, principalement le C25 et le C22,6, c'est-à-dire l'EPA et le DHA, par rapport aux problèmes cardiovasculaires. Tout simplement parce que chez les Esquimaux et les Japonais, on a remarqué qu'ils avaient moins de problèmes cardiovasculaires. Donc, de nos jours, il est établi que la consommation de poissons et la consommation des oméga 3 améliorent les problèmes cardiovasculaires et pas que. D'accord ? Alors, en 1988, j'étais aussi impliqué dans une étude sur ces oméga 3. C'est à la faculté de médecine de Harvard et à l'hôpital général du Massachusetts. Donc, l'équipe, c'était une équipe de médecine préventive. Donc, ils cherchaient tout ce qui est prévention. Et M. Alexander Leaf, il a fait des voyages en Asie et il cherchait pourquoi certaines populations vivaient plus longtemps. Donc, il a ouvert un sujet qui était l'effet de l'huile de poisson sur la longévité. Alors, le sujet que j'avais pris, c'était plutôt un modèle de macrophages alvéolaires de rat, pour voir qu'est-ce qui se passe dans ces macrophages quand on les enrichit en oméga 3. Alors, finalement, de cette étude-là, une partie des travaux a été publiée, le reste restait toujours dans les tiroirs. L'essentiel, c'est que les acides gras oméga 3, quand ils s'incorporent dans les phospholipides, ils rendent les phospholipides, je dirais, plus protégés. Et les prostaglandines qui normalement sont synthétisées à partir de l'acide arachidonique, quand on enrichit ces cellules-là avec de l'EPA ou le DHA, les prostaglandines formées à partir de ces molécules-là sont moins libérées. Et si elles sont libérées, elles sont plutôt anti-inflammatoires. C'est pour ça qu'on peut avoir une meilleure agrégation plaquettaire, on peut avoir une amélioration des états inflammatoires. Alors, pour ce qui est du travail publié en 1991, c'était plutôt la caractérisation des phospholipases impliquées dans la dégradation de ces phospholipides une fois formés dans la cellule. Alors ici, vous avez une image sur les différents types de phospholipases qui coupent le phospholipide à différents niveaux. Vous avez la PL1, phospholipase A2, la phospholipase C, la phospholipase D. Chacune de ces phospholipases elle a des caractéristiques bien particulières en matière de besoin en calcium, en pH, toutes les conditions physico-chimiques nécessaires. Donc, j'estime que ça a apporté un grain de sable dans la compréhension des activités phospholipasiques nécessaires pour la compréhension de la libération des acides gras quand ils sont incorporés dans les différentes couches cellulaires, principalement les phospholipides membranaires. Bien sûr, toutes ces études, c'est principalement des études biochimiques fondamentales. Alors, qu'en est-il maintenant de l'huile d'argan marocaine sur laquelle on s'est regroupé un ensemble de chercheurs et de médecins dans différentes disciplines de la médecine
Bien sûr, le sujet était déjà traité par des collègues au Maroc depuis les années 90 principalement, par rapport aux effets biologiques. La chimie, elle a commencé un peu plus en avant. Alors, l'huile d'argan, ou l'arbre arganier, il est connu depuis plus de 10 siècles. Il a été décrit par plusieurs savants, plusieurs voyageurs, plusieurs médecins qui ont vécu au Maroc, ou ils étaient de passage au Maroc. Et de nos jours, la région de production de l'arganier, elle est reconnue comme une réserve de biosphère de l'arganeraie par l'UNESCO. Donc c'est la région qui va de Saouira à Agadir vers l'intérieur. Et c'est une région qui a gardé ses traditions dans la production d'huile d'argan aussi bien d'une manière traditionnelle que de nos jours, maintenant, la mécanisation a été introduite pour produire une huile de meilleure qualité. Mais ce qui est resté traditionnel, c'est le concassage des fruits de l'arganier. Alors, finalement, l'huile d'argan, elle rejoint un peu, par rapport à sa composition, l'ensemble des huiles végétales. Dans ce sens, 99% c'est des triglycérides, bien sûr, avec des acides gras aussi variés. Et le 1% qui reste, c'est des produits biologiques comme la vitamine E, les caroténoïdes, les stérols, les polyphénols, le squalène, la mélatonine, le coenzyme Q, et j'en passe. Ce sont des produits qui ont des effets très, très importants. Et c'est pour ça que ça a l'air d'être un cocktail de substances actives. Quand on parle d'un cocktail de substances actives, donc, en quelque sorte, c'est un super médicament. Parce que chacune des molécules va agir quelque part à son niveau. Une va au niveau du cerveau, l'autre au niveau de la rétine, l'autre au niveau du cœur, l'autre au niveau du vaisseau, et ainsi de suite. Alors, rapidement, l'huile d'argan, elle ressemble un peu à l'huile d'olive, mais avec des différences au niveau de la composition en phytostérol. Elle a des phytostérols différents. Elle est beaucoup plus riche en vitamine E, principalement le gamma-tocophérol. Les polyphénols, il y a des molécules qui caractérisent spécialement l'huile d'argan, qui n'existent pas dans l'huile d'olive, par exemple. Par contre, l'huile d'olive, elle est connue pour être beaucoup plus riche en hydroxytyrosol. Et donc, c'est une différence assez claire par rapport aux autres huiles végétales. Alors, en rouge, je signale donc certaines ressemblances avec l'huile d'olive, d'accord ? Ici, vous avez la comparaison de plusieurs huiles. Et je souligne aussi la présence de l'acide gras oméga 3 dans l'huile de lin, le linolénique. D'accord ? Alors, vers la fin du XXe siècle, c'est là où, je dirais, on commençait à sortir beaucoup de résultats sur les effets des différents composés de l'huile d'argan, tout simplement parce qu'évidemment, ça va avec les nouvelles technologies qui ont pu donner une possibilité d'extraire et de purifier les différents produits et de les caractériser. Donc, différentes publications ont démontré des effets antiprolifératifs, antioxydants, antidiabétiques, antihypertenseurs et cicatrisants de la même huile d'argan. Alors ici, vous avez l'exemple de certains travaux de nos collègues de Casablanca sur l'effet hypolipémiant et antioxydant de l'huile d'argan. Alors, il y a des études qui sont sous forme, je dirais, d'études épidémiologiques et d'autres qui sont interventionnelles avec un traitement nutritionnel. Donc, l'effet sur la dyslipidémie, il est clair. C'est-à-dire que l'huile d'argan, elle améliore le profil lipidique. Parallèlement aussi à l'huile de poisson. L'effet antidiabétique a été aussi largement étudié en expérimentation animale et un effet antithrombotique aussi démontré chez des patients qui ont pris l'huile d'argan. Alors maintenant, pourquoi on fait cette recherche clinique sur l'huile d'argan? Alors je dis parce que ça représente un véritable cocktail de substances actives et puis c'est un produit marocain. Et il faut que la recherche, quand même, soit faite par
des chercheurs marocains. On ne va pas attendre que des chercheurs de l'étranger viennent nous dire voilà ce que fait l'huile d'argan. Et puis, pour valoriser un peu ce produit marocain et donner plus de visibilité aussi bien scientifique que commerciale et économique au produit et utiliser ce produit aussi bien dans un but curatif que préventif. Alors, on a constitué le GRETA, groupe de recherche sur les effets thérapeutiques de l'huile d'argan, en 2004. Ce sont différentes disciplines et des personnes de différents horizons médicaux. Donc, je reviens au syndrome métabolique, c'est notre sujet sur lequel donc, on a plus ou moins touché différents types de pathologies, parce que le syndrome métabolique, il va causer ou être à la base de la déclaration de différents types de pathologies. Par exemple, ici chez l'hémodialysé, on a réalisé une étude dans laquelle les patients étaient traités pendant 2 mois, chaque matin à peu près 25 millilitres d'huile d'argan, pour voir est-ce que cette huile d'argan pouvait les aider à combattre le stress oxydant, mais aussi la dyslipidémie. Chez ces patients, on sait qu'un des problèmes majeurs, c'est qu'ils meurent beaucoup plus par problème cardiovasculaire que par le problème du rein, parce que le rein, ils ne l'ont pas. Donc, l'opération d'hémodialyse, c'est une opération qui permet de détoxifier le sang des patients, donc c'est une opération de purification. Seulement, c'est une opération qui va stresser le patient parce que tout le sang du patient, il sera mis devant une membrane de l'appareil d'hémodialyse. Et le fait que le sang et les éléments figurés du sang soient en face de la membrane, ils vont être activés et libérer ce qu'on appelle des radicaux libres oxygénés, et pas que. D'accord ? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces membranes, parce qu'à l'origine, elles ont été fabriquées à partir de la cellulose, et la cellulose, c'est une membrane qui réagit beaucoup avec nos cellules. Après, il y avait une amélioration de ces membranes en greffant, par exemple, sur la membrane, des molécules de vitamine E, dans un but antioxydant, bien sûr. Alors, de nos jours, il existe, je termine, de nos jours, il existe donc des membranes en polyvinyle qui proviennent de l'industrie de la pétrochimie. Alors voilà, donc, dans un premier travail, on a montré que la consommation d'huile d'argan chez les patients qui font l'hémodialyse améliore le profil lipidique et le profil du statut antioxydant. Dans une deuxième étude chez un autre groupe d'hémodialysés, par contre, chez ces hémodialysés, ils ont réellement un problème de dyslipidémie, c'est-à-dire des HDL très bas, des LDL assez élevés, beaucoup de cholestérol. Et là aussi, chez cette population, le traitement à l'huile d'argan a très bien amélioré le profil lipidique chez ces patients, chose qui doit normalement se traduire sur leur risque cardiovasculaire lipidique. Voilà donc le dernier travail publié sur les effets de la consommation d'huile d'argan sur la dyslipidémie chez les personnes hémodialysées. Et en fin de compte, le travail qui a été réalisé chez des personnes qui ont l'arthrose du genou et qui ont en plus le syndrome métabolique. La plupart des personnes étaient des femmes et donc la plupart étaient obèses. Et parmi les éléments, ou plutôt les paramètres qui influent sur l'arthrose, c'est l'obésité. Donc, chez patientes, on a donné pendant 2 mois l'huile d'argan à raison de 30 ml par jour, et le résultat était effectivement aussi un effet très positif sur, d'un côté, le syndrome métabolique. D'accord ? Donc ici, on décrit l'effet et l'efficacité de l'huile d'argan sur le syndrome métabolique chez cette population, mais aussi l'effet sur la douleur. Donc les paramètres de la douleur ont été améliorés. Les paramètres de la douleur, mais aussi la capacité fonctionnelle, c'est-à-dire marcher, la rigidité, les problèmes qu'on peut rencontrer le matin quand on se lève. Donc voilà, maintenant vous allez me dire quel est le mode d'action de cette huile d'argan. Alors on pense qu'à côté des phytostérols et des autres produits antioxydants,
les phytostérols et l'acide oléique sont derrière l'effet de l'huile d'argan dans les différentes pathologies lipides qui sont liées à la dyslipidémie. Donc ici, on a amélioré ce qu'on appelle les indices athérogènes par l'huile d'argan. Et tout ça, ça nous a ouvert d'autres perspectives pour chercher comment on peut faire bénéficier d'autres, je dirais, d'autres spécialités médicales, comme par exemple, en ophtalmologie, on a abordé le sujet de la rétinopathie diabétique. Donc la rétinopathie, c'est une situation dans laquelle il y a non seulement le diabète qui est responsable, mais des mécanismes biochimiques, principalement du stress oxydant, et là aussi le cholestérol et l'oxydation du cholestérol sont impliqués, et on espère donc apporter la prochaine fois des résultats sur la rétinopathie diabétique. Le microbiota est aussi concerné, puisque nous avons un sujet sur les MICI, les maladies inflammatoires chroniques des intestins. La base moléculaire et cellulaire de cette maladie implique non seulement le microbiote, mais aussi implique des situations dans lesquelles le stress oxydant est impliqué. Et donc on pense, comme l'huile d'argan a montré des effets cicatrisants, on s'est dit, on va essayer, Inch'Allah, de traiter nos patients. Pour ce sujet, on vient à peine de recevoir l'huile d'argan. On a quand même misé pour pratiquement 100 000 dirhams d'huile d'argan, pour dire que, alhamdoulilah, parfois il y a de l'argent. Quand il y a une sorte de coordination au niveau de notre structure de recherche, et on arrive donc à décrocher un peu de fonds. Donc 100 000 dirhams pratiquement, ce n'est pas rien que pour acheter l'huile d'argan. Évidemment, il y a tout le reste du budget pour couvrir certaines dépenses. Et là, le CHU, il nous aide. Donc je remercie les responsables du CHU, parce que tout ce qui est analyse biochimique et les analyses du sang, c'est couvert par le CHU. Donc on travaille avec les moyens du bord, mais alhamdoulilah, on avance quand même. Le dernier sujet, c'est toujours avec les patients qui font l'hémodialyse. Et chez ces patients, on sait qu'une personne qui fait l'hémodialyse mais qui a 30 ans, son cerveau, il a 70 ans. Il oublie. C'est-à-dire il est fatigué, il a un cerveau fatigué. Et donc nous avons un sujet sur ce qu'on appelle mild cognitive impairment, les troubles légers de la mémoire, dans lesquels les patients ont été traités, ils sont en cours de traitement aussi, et pour voir est-ce qu'on peut sauver, s'il y a quelque chose à sauver. Bien sûr, chaque personne, chaque patient est différent, mais on souhaite protéger certaines structures du cerveau qui maîtrisent ou qui gèrent le côté cognitif et la mémoire chez ces patients. Donc ici, vous avez cette liste des différentes personnes et équipes, des différentes équipes médicales, aussi bien à Fès. À Rabat, on a travaillé avec l'équipe du service de néphrologie de l'hôpital militaire de Rabat pendant une certaine période pour une des études chez les hémodialysés. Et puis donc, maintenant, nous avons le groupe de recherche qui s'élargit. Le dernier à avoir adhéré, c'est le service de gastro-entérologie, et le travail est déjà en marche. Donc avec ça, je remercie encore surtout les patients qui ont été patients avec nous, parce que sans patients, on ne peut rien faire. Nous, quand tout Allah, la kanchi baraka ou la coordination, mais avec les patients, les vrais scientifiques, je dirais. Et je vous remercie. Voilà.